Bonjour à tous et un grand merci de venir à notre événement qui traite aujourd'hui d'une question essentielle, voire même existentielle pour les professionnels de l'IP. Combien vaut ma propriété intellectuelle? Alors à Station F, quand j'essaie de convaincre mes amis start-upers qui démarrent tout juste d'investir dès le début dans la protection de leur marque, j'aime bien leur rappeler que sans propriété intellectuelle, la valeur de leur boîte, c'est 3 MacBook Air d'occasion quand ils ne sont pas en leasing, 5 t-shirts floqués et un kakemono qui sont complètement invendable. Alors sur ce webinaire, j'ai regardé un petit peu les stats et on est presque 100% de juristes IP et d'avocats IP. Donc j'imagine qu'ici tout le monde est convaincu que la propriété intellectuelle, c'est pas un centre de coût, mais un formidable levier pour créer de la valeur et protéger l'avantage compétitif de l'entreprise. Et c'est pas qu'une intuition, parce qu'on sait que ces 40 dernières années, la part des actifs immatériels dans la valorisation des entreprises, elle a complètement explosé, surtout dans les transactions texte, puisqu'on est passé de 19% en 1975 à presque 90% au maximum en 2020. Et on peut regarder des transactions très récentes dans la tech. On voit que l'écart entre la valeur comptable des actifs nets et le prix d'acquisition, il est de plus en plus important. Par exemple, il y a Microsoft qui a récemment racheté GitHub, 7,5 milliards d'euros, il y a 87% d'immatériel. En ce qui concerne Slack, c'est carrément 92% d'immatériel. Et ces chiffres, ils sont encore plus impressionnants parce qu'on sait que ce sont des entreprises qui avaient un gros trésor de guerre, beaucoup de cash au moment de leur rachat. Donc en réalité, si on fait le ratio actif matériel versus actif immatériel, il est probablement au-delà des 92% dans les deux cas. Malgré ces chiffres, j'ai remarqué que c'est encore très difficile pour les professionnels de l'IP de démontrer le ROI d'investir dans sa stratégie IP, que ce soit pour les avocats qui veulent convaincre les entreprises de faire les choses bien dès le début, pour les directions juridiques qui veulent négocier plus de budget, ou pour Blockchain Your IP qui veut vendre plus de licences. Et quand j'ai rencontré Tommaso qui m'a parlé un petit peu de son métier de valorisation de l'IP, et ça m'a tout de suite passionné parce que je me suis dit, si on arrive à démontrer qu'un actif, une marque par exemple, vaut 500 000, tout de suite, dépenser 10 000 pour la protéger, et ça semble être complètement dérisoire et raisonnable. Et c'est pas le seul avantage, parce que ça permet également inversement d'arbitrer et de mieux dépenser son argent, de ne pas dépenser trop pour des actifs quand vous n'aurez pas la peine, de réaliser des optimisations fiscales avec les prix de transfert, même si ce n'est pas le sujet de ce webinaire, ou de travailler en amont sur la valorisation de son entreprise pour être sûr de comprendre les critères sur lesquels elle sera évaluée lors d'un potentiel rachat. Bref, pour nous parler de ces sujets super passionnants, j'ai le plaisir de recevoir celui qui est un petit peu un alchimiste des temps modernes, on peut le dire, c'est Tommaso. Il transforme les actifs matériels en or. Il est avocat franco-italien chez Lien Avocat et expert en évaluation pays au WIPO. Tommaso, un grand merci d'avoir accepté mon invitation. Le micro est à toi. Merci à toi, William, et merci à Blockchain Your IP pour cette invitation. Bonjour à tout le monde. Le but aujourd'hui, c'est vraiment de vous faire rentrer dans la logique de l'expert en valorisation pour comprendre aussi quelles sont les logiques derrière et les raisonnements derrière une valorisation d'un actif de propriété intellectuelle et quel est notre rôle en tant que, et votre rôle aussi en tant qu'avocat et juriste et comment nos actions peuvent participer effectivement de la création de valeur d'un actif de pays. Je vais faire une introduction sur la valeur de la propriété intellectuelle, même si on sait tous combien c'est important pour les entreprises. Puis on va faire une première partie sur le procédé et les méthodes de valorisation et une deuxième partie sur la valorisation des droits non enregistrés. Donc, puisque mon but, c'est vraiment de vous faire rentrer dans la logique de l'expert, la première chose que fait un expert, c'est de se faire une idée de la valeur du bien ou de l'actif qu'il va valoriser. Et donc, pour rendre le tout plus interactif et concret, je vous propose un quiz pour démarrer. Là, donc vous pouvez scanner le QR code ou cliquer sur le lien qu'on va vous envoyer dans le chat. Vous allez avoir une question qui est la suivante. Quelle est la valeur de la marque que vous
que vous verrez à l'écran par rapport à la valeur de l'entreprise. En d'autres mots, quelle est la valeur de la marque en pourcentage sur la capitalisation boursière de l'entreprise. Je vais faire également le quiz. Donc, vous avez la marque Nike, la marque Apple et la marque Coca-Cola. J'ai mis le lien du quiz dans le chat pour ceux qui n'arriveraient pas à scanner le QR code. Je vois qu'il y a déjà pas mal de réponses. J'ai partagé les résultats. On rafraîchit une dernière fois au cas où. Voilà. Ok, super. Alors, pour la marque Nike. La marque Nike, la bonne réponse, c'était 42,34%. Donc, pas mal. Je pense que on a déjà une bonne idée de combien ça peut valoir. Effectivement, la plupart des gens ont mis 76%, mais c'était 42%. Mais c'est déjà une bonne idée pour débuter. Pour la marque Apple, qu'est-ce que nous avons? 65%. Et là, vous allez être déçus parce que la marque Apple, ça vaut 14,87%. Donc, beaucoup moins en pourcentage par rapport à la valeur de l'entreprise. Probablement parce que Apple a beaucoup de brevets aussi, de design et beaucoup d'autres marques aussi parce que Apple n'est pas seulement Apple, mais c'est aussi iPhone, iPad, etc. Et puis pour Coca-Cola, ok, encore, on va être déçu. La valeur de la marque de Coca-Cola représente 18% de la valeur de Coca-Cola elle-même. Voilà, donc ce que fait l'expert au départ, c'est essayer d'avoir déjà en tête un chiffre qui peut être cohérent. Après, effectivement, ce chiffre doit être vérifié au cours du procédé qu'on va illustrer aujourd'hui. Donc, ces données ont été prises par Interbrand, qui tous les ans, vous connaissez peut-être, fait un classement des marques les plus valorisées. Et nous avons donc Apple en première place, Microsoft, Amazon, Google, Samsung, Toyota, Mercedes, Coca-Cola, Nike et BMW. Donc beaucoup de tech, des voitures aussi. Et puis nous avons Coca-Cola et Nike dans ce top 10. Comme le disait William au début, la valeur des actifs immatériels par rapport à la capitalisation boursière, c'est l'exercice qu'on vient de faire, est passée de 17% en 1975 à 90% en 2020, ce qui nous conduit à affirmer que les biens immatériels représentent aujourd'hui la quasi-totalité de la valeur des sociétés cotées en bourse. Et c'est non seulement le pourcentage par rapport à la capitalisation boursière qui augmente, mais c'est également les investissements dans les actifs immatériels, donc les investissements en R&D, en développement et en protection, qui ont dépassé les investissements dans les biens matériels en 2008 et qui ont eu un taux de croissance de 7,2% entre 2011 et 2020, à savoir 3 fois le taux d'investissement dans les biens matériels. La France, pour donner quelques statistiques, est bien placée. Elle a investi 16,41% du PIB en 2023 et se plaçant à la troisième place sur le podium, derrière la Suisse et les États-Unis qui, tout de même, ont des pourcentages d'investissement sur le PIB assez similaires. Donc, ce qu'on retient, c'est que la valeur représentée par les actifs immatériels dans les entreprises est très importante et continue d'augmenter. Le problème est que cette valeur est souvent cachée et ne ressort pas des bilans des entreprises parce que essentiellement les principes comptables internationaux privilégient l'approche prudentielle de la comptabilisation au coût historique
plutôt qu'à la valeur courante. Et donc, par un curieux paradoxe, ces ressources immatérielles qui sont à la base du processus de création d'aujourd'hui et qui représentent des pourcentages très importants de la capitalisation boursière des entreprises sont en même temps l'une des principales causes de distorsion dans les procédures d'évaluation des bilans à cause de leur caractère insaisissable et à cause peut-être de leur volatilité et de la méfiance qu'il y a autour de ce bien immatériel aujourd'hui. En effet, la plupart des entreprises ne gèrent pas, ne mesurent pas, n'expriment pas et ne monitorent pas la valeur de ces ressources d'une importance énorme, voire vitale, dans la création de valeur. Et en conséquence, à défaut de mesuration précise, on ne peut pas espérer d'exploiter la valeur de ces actifs de manière efficace. Et comme le disait William, de pouvoir négocier du budget, de calibrer nos dépenses, à la fois que ce soit des investissements en R&D ou des investissements en protection juridique, de manière précise et efficace. Nonobstant toutes les problématiques et aussi la méfiance montrée par les investisseurs et par les banques, je crois que nous rentrons tout de même dans un contexte favorable qui encourage de plus en plus les transactions qui concernent la propriété intellectuelle et qui donc appellent à des valorisations qui soient précises et à des méthodes qui soient partagées au niveau international. Et on observe en effet l'entrée en jeu d'institutions internationales qui montrent un début d'encouragement envers ces transactions et qui se battent aujourd'hui pour une diffusion de la connaissance et pour l'établissement de paramètres de valorisation partagés. Je prends par exemple l'OMPI, l'Organisation mondiale pour la propriété intellectuelle, qui parle de plus en plus de valorisation, qui fait des conférences, même en présence d'ailleurs, et qui a institué une liste d'experts en matière de valorisation dont je fais partie, dont le but serait au départ, un peu comme la liste d'experts pour les noms de domaine, trancher sur des questions de valorisation qui devraient être de plus en plus répandues et de plus en plus importantes. Bon, ça c'est pour moi. Ouais, j'avais vu passer un post LinkedIn que j'avais trouvé super intéressant, qui expliquait que sur les 6 premiers mois de l'année 2023, on avait 123 milliards de dollars de prêts qui étaient backés, garantis par l'IP en Chine, et que c'était en constante augmentation, comme on voit dans ce graphique qui est du New York Times, je crois. Et en fait, ça s'explique par plusieurs facteurs. La Chine, ils ont compris que les startups, elles étaient riches en idées et en potentiel propriété intellectuelle, mais pauvres en cash. Et du coup, elles mettent tout en un environnement favorable en fait, pour inciter les banques à offrir ce genre de prêts. Notamment, ils sont incités à réduire leurs taux. Il y a une subvention des assurances pays pour inciter les PME à assurer leur propriété intellectuelle pour couvrir les frais d'avocat, ce genre de choses. Il y a une subvention pour la formation des évaluateurs. Donc, dans les banques, il y a des évaluateurs comme Thomaso qui sont employés directement par les banques pour être capables d'évaluer combien est-ce qu'une marque elle vaut, combien est-ce qu'un brevet vaut et de pouvoir prêter de l'argent en conséquence. Et surtout, l'État garantit en partie les prêts qui sont adossés à la propriété intellectuelle et s'engage à couvrir en cas de défaut. Alors, je sais qu'en Europe, on commence aussi à avoir un petit peu des prêts qui sont backés par l'IP, mais j'ai l'impression que l'IP est plus utilisé comme un collatéral parmi d'autres et la banque se dit, tiens, on va prendre les bureaux, le site internet, pourquoi est-ce qu'on ne prend pas aussi l'IP et qu'on n'a pas de vrai prêt 100% IP encore pour l'instant, parce que c'est un petit peu compliqué à évaluer. Je pense que la Chine, c'est un très bel exemple de comment on peut créer un environnement favorable pour ce type de transaction.
et aussi donner de la confiance aux banques, aux investisseurs. Par exemple, comme tu le disais, le fait que l'État garantit ses prêts. Et finalement, même s'il y a des risques, ça a du sens parce que avec toutes ces valeurs, c'est quand même incroyable qu'on l'exploite pas de manière efficace. Donc il y a beaucoup d'exemples qui viennent d'Asie, mais dans ce contexte, on peut se demander quand et pourquoi il peut être utile de valoriser sa propriété intellectuelle. Évidemment, le cas classique, c'est celui de la cession ou de l'acquisition du bien immatériel lui-même, séparé de l'entreprise. Et évidemment, pour payer ou pour acheter ou pour vendre au juste prix, une bonne valorisation permet de maximiser le profit et de rendre un peu plus transparent ce marché. Ça peut arriver en cas de liquidation de la société. Je prends deux exemples italiens pour lesquels je vous prie de me pardonner. La marque Alitalia de la compagnie aérienne italienne que vous connaissez peut-être a été vendue pour 90 millions d'euros lors d'une procédure de redressement judiciaire. Ce qui est marrant, c'est que cette marque n'a plus été exploitée, donc elle a été achetée et maintenant peut-être elle risque d'être déchue pour non-usage. Et l'autre exemple, c'est un club de Provence, un club de foot de Provence qui a milité en Ligue 1 en Italie, qui s'appelle Chievo Verona, de la ville de Vérone, dont la marque a été achetée par un ancien footballeur pour 330 000 euros lors de la liquidation judiciaire de la société. Pareil, cette marque, je crois qu'elle n'est plus exploitée. Donc, je me demande qu'est-ce que le footballeur va en faire. Il y avait peut-être des raisons d'amour vers son propre club, mais c'est comme ça. Une autre raison, c'est ce que disait aussi William au début, le management du bien immatériel. Donc, savoir où on en est avec cette valeur, savoir si les investissements qu'on fait sont proportionnés, si la défense et les dépenses qu'on investit en défense du bien immatériel sont raisonnables par rapport à cette valeur. Donc, une bonne valorisation permet, dans ce cas, d'identifier les points faibles de l'actif et les améliorer et ainsi de maximiser sa valeur. Puis, un autre exemple, les dommages-intérêts. Les dommages-intérêts, moi, personnellement, j'aime sortir des sentiers battus et confronter le juge avec des nouvelles façons de calculer les dommages-intérêts. Et je pense, par exemple, à la détermination de la perte subie. C'est celle qui est mentionnée à l'article des dommages-intérêts du Code de la propriété intellectuelle, L716-14, qui pourrait, à mon sens, être caractérisée, la perte subie, en une dévalorisation de l'actif. Par exemple, une dévalorisation de 10% de la marque. Donc, évidemment, si on a la valeur de la marque, on peut dire, voilà, on estime que cette contrefaçon a causé une dévalorisation de la marque de 1, 2 ou 3%. Et je trouve ça intéressant de confronter le juge avec d'autres façons de calculer les dommages-intérêts. Avant-dernier exemple, c'est ce que disait William au début, tout à l'heure, le fait de mettre comme sûreté pour des prêts bancaires ou pour la collecte de capitaux la propriété intellectuelle. Et nous avons beaucoup d'exemples provenant d'Asie, la Chine, mais également Singapour, qui a créé un environnement de financement via la propriété intellectuelle. Dernier exemple, c'est une exception proprement italienne, c'est l'inscription à bilan de la valeur courante de la propriété intellectuelle. C'est une possibilité qui a été donnée aux entreprises italiennes qui ne sont pas soumises aux principes comptables internationaux. En 2020, il lui a été donné la possibilité de réévaluer leurs actifs de propriété intellectuelle à bilan, augmentant ainsi l'actif et créant un système d'amortissement avec des implications fiscales qui étaient intéressantes. Voilà, venons donc au cœur de cette présentation, la valorisation de la propriété intellectuelle. Je vais utiliser la marque comme exemple, comme fil dans cette présentation, parce que je pense que c'est l'exemple un peu plus simple à comprendre, en sachant qu'après on fera un focus sur les droits non enregistrés
et en sachant surtout que ce procédé peut être appliqué à tous les droits de propriété intellectuelle et à tous les actifs avec les précautions nécessaires et les ajustements nécessaires. Donc, il y a deux criticités et particularités dans la valorisation des actifs de propriété intellectuelle. La première, c'est l'absence d'un marché liquide et transparent, comme le marché immobilier ou le marché des véhicules. Et la deuxième, c'est le fait qu'il s'agit d'objets que j'aime appeler fragiles, fragiles à cause de leur double nature. Je vois que mon écran est devenu tout noir. En tout cas, c'est pas grave. À cause de leur double nature, parce qu'il s'agit à la fois d'objets intangibles et donc qui ont une fragilité intrinsèque, et d'objets protégés par des droits exclusifs. Et puisqu'il s'agit de des droits dont les contours sont, et on le sait bien en étant juriste et avocat, des droits dont les contours sont en mouvement permanent à cause de l'aléa de la justice, des procédures judiciaires, des choix du législateur. Et pour donner quelques exemples, il suffit de penser à la validité d'une marque, à sa déchéance, à la dégénérescence, à la durée du droit d'auteur qui ne cesse d'augmenter, ou par exemple à la notion d'originalité du droit d'auteur qui est vraiment une notion au contour, à géométrie variable. Et évidemment, tous ces facteurs contribuent à l'instabilité de ces droits. Avant d'expliquer vraiment le procédé de valorisation, je voudrais proposer un exemple imaginaire tiré de la comparaison entre une maison et une marque pour montrer quel est le raisonnement et les logiques d'un expert en valorisation. Donc, la première chose qu'on fait quand on valorise une marque ou une maison, c'est regarder l'environnement. L'environnement dans lequel se situe le bien, et parce que le lieu physique ou virtuel où se situe ce bien a une influence sur sa valeur. Pour la maison, ça peut être le quartier ou la ville où la maison se situe, et on regardera si c'est un quartier résidentiel, populaire, si c'est une banlieue ou si c'est dans la campagne. Et pour la marque, ce sera le marché où la marque est exploitée. Et on regardera si c'est un marché en déclin, en développement, en croissance, en maturité. Mais on ne regarde pas que cela dans l'environnement, on regarde aussi les voisins. Les voisins, pour la maison, c'est important de savoir qui seront nos voisins. Et pour la marque, c'est important de connaître les concurrents. Deuxième chose qu'on regarde, c'est l'apparence. L'apparence, pour une maison, c'est l'état extérieur. S'il y a, je sais pas, un portail, si elle a été rénovée, quel est son design, s'il est conforme aux normes, s'il y a l'isolation, c'est très important aujourd'hui. Pareil pour une marque, on regarde l'apparence extérieure, donc l'état de la protection. Quel est le libellé de la marque? Est-ce qu'il est bien rédigé? Quelle est la forme sous laquelle la marque a été enregistrée? On voit souvent des marques enregistrées avec un logo, mais puis elles sont exploitées d'une autre façon. Mais on regarde également pour la marque quel est l'attrait, la pile qu'elle a sur le consommateur. Donc on rentre aussi dans une logique de branding, de capacité à transmettre des valeurs, etc. On regarde en troisième les risques. On regarde s'il y a des risques associés à la marque ou à la maison. Les risques associés à la maison peuvent être le fait qu'il y a un héritage litigieux, le fait qu'il y ait une hypothèque, ou un risque d'expropriation ou d'inondation, pourquoi pas, ou le fait qu'il y ait plusieurs copropriétaires, le fait qu'il y ait des différends en cours avec les voisins. Pour une marque, on regardera le risque de nullité, le risque de déchéance par un usage, le fait qu'il y a des différends en cours ou pas, ou le fait qu'il y ait tout simplement des marques intérieures qui ont été enregistrées, qui n'ont pas encore agi, mais qui sont toujours en mesure de le faire. Et évidemment, c'est des risques à prendre en compte. Dernière chose qu'on regarde, c'est les droits des tiers. Les droits des tiers, pour une maison, on regardera s'il y a des droits de passage sur le terrain, s'il y a un usufruit, par exemple.
Et pour la marque, on regarde tous les contrats, donc les accords de coexistence, les licences, pour voir quels sont les droits que les tiers peuvent vanter sur ces actifs. Ce qu'on retient donc, c'est que l'expert doit posséder à la fois des compétences juridiques et économiques pour évaluer tous ces facteurs. Des compétences économiques parce qu'il s'agit d'une évaluation monétaire d'un facteur productif qui est inséré dans un contexte de marché, et juridique parce que les objets à évaluer sont protégés souvent par des droits, la plupart du temps des droits exclusifs. On arrive donc au cœur de la présentation, donc le procédé et les méthodes de valorisation. Une valorisation, une expertise se compose toujours d'une double analyse, une analyse qualitative et une analyse quantitative. L'analyse qualitative analyse des aspects comme la protection juridique, l'analyse de marché et la détermination du rôle dans le processus de création de valeur, tandis que l'analyse quantitative vise à donner un chiffre sur la valeur de l'actif. Donc, si on commence avec l'analyse qualitative, on commencera avec l'analyse juridique et donc on se demandera quelle est la force juridique de la protection de l'actif qu'on est appelé à évaluer. Pour une marque, ce sera, on regardera si la marque a été enregistrée et comment, si elle encourt un risque de déchéance, de dégénérescence, si celui qui l'a enregistré, c'est bien son titulaire. On regardera s'il y a des droits antérieurs de tiers, on regardera son caractère distinctif, on regardera si elle est utilisée, exploitée sur le marché. Et puis, on regardera également la portée territoriale, donc les pays où elle a été enregistrée, pour voir aussi quel est le potentiel d'expansion de cette marque. Et on regardera également si elle est protégée dans tous les pays où elle est exploitée. Parce qu'évidemment, une marque qui est exploitée dans un pays et n'est pas enregistrée, elle encourt de gros risques, des gros risques qu'on connaît tous. Donc le but de cette analyse juridique est de déterminer vraiment le périmètre de protection du droit de propriété intellectuelle. On passe ensuite à une analyse de marché, voire une analyse du marketing. Et on se demande justement quel est le secteur, comment il évolue, quels sont les concurrents, quelles sont les forces et les faiblesses, les menaces, les opportunités du secteur. On regardera à quel stade de vie se situe le produit ou le service. Et on regardera comment se positionne la marque dans son marché. Et puis, on examinera la force communicative de la marque. Donc, quelle est sa notoriété, quelle valeur elle communique au consommateur, pour conclure sur les perspectives du marché, les perspectives de la marque dans ce marché et comment elle se positionne dans ce contexte. Dernière analyse qu'on fait d'analyse qualitative, c'est la détermination du rôle de l'actif dans le processus de création de valeur. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'un actif de propriété intellectuelle, pour avoir de la valeur, doit être à l'origine d'avantages économiques d'une ampleur appréciable. Mais en même temps, il ne faut pas non plus qu'on duplique sa valeur parce qu'on la superpose avec la valeur d'autres actifs immatériels. On pense par exemple à une marque et un nom de domaine qui sont souvent très liés, ou ça peut être aussi le brevet, le secret des affaires qui peuvent être liés. Il ne faut pas non plus qu'on duplique la valeur en superposant ces valeurs. Donc la première chose qu'on fait, c'est faire une cartographie des actifs et des ressources de l'entreprise pour voir quels sont tous les actifs de propriété intellectuelle dont l'entreprise dispose. Et on fait une distinction très importante entre les ressources immatérielles et les biens, les actifs immatériels. Les ressources immatérielles, c'est ces objets qui ne peuvent pas faire l'objet d'une valorisation autonome parce qu'ils ne sont pas détachables de l'entreprise, ils ne peuvent pas être cédés séparément, ils ne peuvent pas être transférés séparément. Je pense par exemple souvent à la réputation d'une entreprise. C'est difficile de céder la réputation, de la détacher de l'entreprise. Donc la réputation sera souvent liée à la marque par exemple. Ou le savoir-faire, parfois
on peut céder un savoir-faire, mais souvent, c'est difficile à faire. Et tandis que les actifs immatériels peuvent faire l'objet de valorisation autonome parce qu'ils peuvent être séparés de l'entreprise. Une fois qu'on a isolé et identifié tous les actifs, on essaiera de déterminer le rôle de chaque actif dans le processus de création de valeur. Avant de passer à la deuxième étape, c'est-à-dire l'analyse quantitative, je voudrais vous proposer un cas pratique qui m'a été proposé par William parce que c'est une personne qu'il connaît. C'est, imaginons de devoir évaluer la marque trouversoncadeau.com. Je te laisse, William, présenter brièvement de quoi il s'agit. Peut-être que vous la connaissez. Oui, j'avais un ami qui, au début des années 2010, avait créé un site internet qui s'appelait trouversoncadeau.com. Et à l'époque, il faut savoir en fait que les noms de domaine étaient super importants dans le référencement. C'est-à-dire que aujourd'hui, si vous avez le nom de domaine Avocat Paris, par exemple, ça sert plus à rien parce que Google ne prend plus ça en compte dans le ranking des sites. Mais à l'époque, plus le nom de domaine il était proche des mots-clés qui étaient tapés par l'utilisateur, plus on avait de chances de ressortir. Et donc, trouver son cadeau, en fait, il faisait de l'affiliation, c'est-à-dire qu'il référençait des produits qui étaient sur d'autres marketplaces et prenait une commission à chaque fois qu'il y avait une vente qui était réalisée sur le site. Et il faisait 200 000 euros de revenus, mais 100% bénéfices, parce qu'en fait, avec très peu de charges, et c'était sans rien produire, juste en mettant en relation des acheteurs et des vendeurs. Voilà. Parfait. Et donc, si j'étais confronté à ça, on va essayer d'appliquer l'analyse qualitative qu'on a fait. Donc, on commencera avec l'analyse juridique. Évidemment, je pense qu'on est tous d'accord sur le fait que cette marque a un gros point négatif, le fait que c'est une marque très faible, voire descriptive. Elle est toujours enregistrée, dont le risque de nullité ou de dégénérescence est très, très élevé. Par contre, il y a un point positif, c'est que cette marque protège dans une certaine mesure le nom de domaine sous-jacent. On se demande puis quel est le rôle dans le processus de création de valeur de cette marque. On fait une cartographie des actifs et on se retrouve, comme le disait William, avec une société qui a techniquement seulement deux actifs, le nom de domaine et la marque. La marque présente les points négatifs suivants. Elle est très explicite et de facile compréhension. On sait malheureusement, et c'est souvent, je me rends compte avec nos clients qui nous demandent toujours d'enregistrer des marques qui sont de plus en plus descriptives. Donc on sait que d'un point de vue commercial et marketing, ça passe bien. Donc c'est un point positif. Le point négatif est que c'est une marque très jeune, enfin elle était très jeune à l'époque, qui ne transmet aucune valeur, aucune histoire, aucun récit. Nous avons ensuite le nom de domaine. Le nom de domaine, je pense qu'il est fondamental, ou il était fondamental à l'époque, pour un business qui était conduit exclusivement en ligne et pour lequel un bon nom de domaine à l'époque était essentiel. Et c'est d'ailleurs peut-être le site internet et le nom de domaine qui ont fait le succès de ce business, parce que c'était un nom de domaine qui était bien classé, qui était facile à trouver et qui ressortait vite dans les résultats de recherche. Donc, à la fin de cette analyse qualitative, je dirais que le nom de domaine et le site internet jouaient probablement un rôle prépondérant dans le processus de création de valeur, car il constituait la source de la clientèle. En revanche, la marque ne semblait pas avoir beaucoup de valeur prise isolement. En plus, elle était une marque difficilement défendable. Et donc, l'expert devra choisir, s'il lui était demandé de valoriser la marque, s'y faire une évaluation conjointe entre marque et nom de domaine, ou disjointe. Mais dans ce cas-là, la marque aura à mon sens, très peu de valeur. On termine avec l'analyse de marché. Le risque principal de ce marché, de ce business conduit en ligne, c'est qu'il dépend énormément de l'algorithme de Google. Je crois, William, que c'est ce qui s'est passé un peu à l'époque, non? Exactement, parce que malheureusement, l'époque bénite de l'affiliation est terminée. Et ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment, Google a fait une mise à jour, enlevant l'avantage que tu peux avoir un nom de domaine comme Avocat Poitiers, par exemple, sur ton référencement, et en punissant un certain nombre de techniques
de référencement, ce qui fait qu'ils ont perdu 95% de visites en fait subitement du jour au lendemain, quoi. Et c'est l'occasion de rappeler il faut pas avoir des actifs qui dépendent trop d'un seul acteur, que ce soit Google, LinkedIn ou autre. Voilà, c'est vraiment très intéressant. Et en fait, en tant qu'expert, étant donné que la marque était très fragile, que ce business dépendait beaucoup de Google et de ce référencement à l'époque, probablement, on aurait donné une durée de vie au business, à la marque ou au nom de domaine assez court, donc 3 à 5 ans. Parce que l'expert ne doit pas non plus exagérer et utiliser une période d'actualisation de 20 ans ou de 30 ans pour une marque ou un nom de domaine qui sont aussi fragiles. Voilà, on peut donc passer aux méthodes et aux procédés aux méthodes de l'analyse quantitative, dont l'objectif est celui de donner un chiffre à l'actif. Si on le simplifie, on peut identifier trois familles de méthodes principales. Les méthodes des coûts, qui consistent à additionner les coûts qui ont contribué à la création de l'actif de propriété intellectuelle, ou à déterminer les coûts qui seraient nécessaires aujourd'hui pour reproduire le même actif. Ces méthodes ne sont pas évidemment adaptées à la valorisation des marques, car on sait que la valeur d'une marque n'a pas une relation linéaire. Il n'y a pas une relation linéaire entre le coût d'investissement dans la protection ou dans la publicité et la valeur de la marque. Et on prend par exemple Tesla qui ne fait pas beaucoup de publicité, mais dont la marque a une valeur très très importante. Toutefois, ces méthodes peuvent être utiles lorsqu'on évalue d'autres types d'actifs de propriété intellectuelle, comme on le verra plus tard, ou si on évalue la marque, par exemple, d'une entreprise en difficulté qui est en train de cesser son activité. L'autre famille de méthodes, c'est celle des flux de revenus. Ça consiste à actualiser des flux de revenus futurs attribuables à l'actif de propriété intellectuelle et sur une période de temps déterminée, et sur la base évidemment d'un certain taux d'intérêt. Je vais juste donner deux exemples de méthodes. La méthode des flux de revenus différentiels. On essaie de déterminer dans cette méthode le revenu différentiel supplémentaire qui est généré par l'actif, donc par exemple par la marque. On peut avoir, souvent les marques ont un premium price, c'est-à-dire un prix. Elles peuvent garantir à l'entreprise un prix supérieur par rapport à celui de ses concurrents, à parité de qualité et de produits. Donc, on prend ce revenu différentiel et on l'actualise dans le futur pour un certain nombre d'années et avec un certain taux d'intérêt. J'aime bien cette méthode parce que je pense qu'elle donne vraiment l'impression d'extraire la valeur de la propriété intellectuelle, même si c'est très difficile à appliquer parce que trouver des comparables qui sont marques ou sont actifs de propriété intellectuelle derrière, c'est très compliqué. L'autre méthode, c'est la méthode des royalties, où on détermine les royalties que la société devrait payer si elle voulait avoir une marque similaire ou un brevet similaire sur le marché. Et pour faire cela, on actualise les royalties futures que la société devrait payer. Et ces économies que la société fait constituent la valeur de la marque. Les royalties, on les trouve sur des bases de données. Et pour donner des exemples, les produits de consommation ont des royalties entre 0,5 et 2,5%. Sur l'alimentaire, le range est beaucoup plus large, entre 1 et 7%, etc. Et troisième famille de méthodes, c'est les méthodes basées sur les multiples, où on prend un indicateur de rentabilité de l'actif, par exemple l'EBITDA, c'est une mesure de rentabilité de l'entreprise, et on peut calculer l'EBITDA de la marque, voilà, on peut calculer l'EBITDA de la marque et on le multiplie par une certaine valeur. Cette valeur, c'est-à-dire le multiple, peut être déterminé soit en le confrontant avec les multiples qu'on trouve sur des transactions comparables sur le marché, donc des marques qui ont été vendues, et on essaie de déterminer quel était le multiple auquel ils avaient qu'ils avaient utilisé pour calculer la valeur de la marque.
Ou on peut aussi déterminer le multiple avec des méthodes empiriques, comme la méthode Interbrand qu'on a vue au début, qui consiste à donner une note, un score à la marque, qui est déterminé sur une échelle de 0 à 100. Puis le score est placé sur une courbe en S. Je sais que c'est difficile à imaginer, mais une fois qu'on a le score, on le place sur la courbe en S et on obtient le multiple de 0 à 20. Ensuite, on multiplie l'EBITDA pour le multiple et on obtient la valeur de la marque. Je vais conclure sur les méthodes de valorisation de l'analyse quantitative en donnant un exemple pour voir comment on choisit parfois la méthode de valorisation. C'est un exemple assez marrant qui m'est arrivé dans le secteur des oranges. Je devais évaluer une marque dans le secteur des oranges et je voulais utiliser la méthode du price premium, donc des revenus différentiels. Et en analysant les données, je me suis rendu compte que les oranges qui étaient vendues avec la marque étaient payées par la grande distribution, qui était le client principal évidemment du producteur d'oranges. Elle était achetée moins cher par rapport aux mêmes oranges produites par le même producteur sans la marque. Donc, paradoxalement, les oranges sans la marque avaient un price premium par rapport aux oranges avec la marque. Par contre, quand ces oranges étaient vendues par les mêmes oranges vendues par la grande distribution au grand public, donc aux consommateurs, les oranges avec la marque, elles avaient un prix plus élevé que les oranges sans marque. Donc, le price premium était en fait capturé totalement par la grande distribution. Et évidemment, ça rendait impossible d'appliquer la méthode parce qu'on ne pouvait pas connaître le price premium exact, etc. Et parce que le price premium, le différentiel était capturé totalement dans la grande distribution. Donc, il arrive parfois que les logiques de marché influencent aussi, et les données à disposition de l'expert influencent le choix de la méthode. Pour la petite histoire, pourquoi cette logique un peu faussée de marché? Tout simplement parce que la grande distribution, donc Carrefour, Monoprix, etc., voulait à tout prix s'assurer les meilleures oranges sans marque pour pouvoir attirer et les vendre moins cher aux consommateurs et attirer donc les consommateurs dans leur supermarché et proposer donc les oranges sans marque ou les oranges Carrefour, les bons oranges Carrefour, les moins chers par rapport à Monoprix. Tandis qu'en fait, les oranges avec la marque se vendaient peut-être toutes seules et donc la grande distribution était prête à les vendre plus cher. Voilà, ça c'est un exemple intéressant. Et donc le message que je voudrais faire passer à la fin de cette première partie, c'est que l'analyse qualitative, dont l'analyse juridique, influence vraiment le choix de différents paramètres de l'analyse quantitative et donc la valeur finale de l'actif. Par exemple, si un brevet ou une marque n'est pas enregistré ou protégé dans un pays, comme expert, je vais probablement exclure le chiffre d'affaires généré par l'actif dans ce pays, parce que le risque de perdre ce chiffre d'affaires est vraiment très élevé. Pareil, si une marque risque d'être annulée ou déchue, j'augmenterai le taux d'actualisation pour représenter un risque plus important. Et ainsi de suite. Donc, la protection est essentielle. Cette analyse qualitative influence beaucoup l'analyse quantitative. On passe donc à la deuxième partie de l'exposé. Je vais essayer d'être un peu rapide, comme ça on pourra avoir des questions à la fin. Le focus sur les droits non enregistrés. Les droits non enregistrés, je fais une petite précision. Lorsqu'on fait une valorisation, en fait, on ne valorise pas un droit, mais on valorise toujours un objet, un actif. Donc, quand on valorise une marque, en fait, on ne valorise pas que la marque enregistrée, mais on valorise le brand. Et puis, on analyse sa protection juridique. Quand on valorise un logiciel, on ne valorise pas le droit d'auteur ou le secret, ou les deux, mais on valorise le logiciel et on regarde quel est l'état de sa protection. Pareil, quand on valorise une invention, on ne valorise pas le secret et le brevet, mais on valorise l'invention et on regarde comment elle est protégée. Donc, c'est important de ne pas faire correspondre à un cumul de protection un cumul de valeurs.
Donc, l'expert doit toujours garder en tête qu'un cumul de protection ne correspond pas à un cumul de valeurs. Et c'est pour ça que dans cette deuxième partie, qu'on va parler de droit non enregistré, je vais parler de valorisation de logiciels et de valorisation de savoir-faire, et non pas de valorisation de droit d'auteur ou de valorisation de secret. Voilà. Donc, en préambule, on sait que les droits non enregistrés ont un risque beaucoup plus important parce que les instruments de protection, et plus particulièrement le droit d'auteur et le secret des affaires, sont un peu plus fragiles. On a un souci tout d'abord de titularité, parce que contrairement au droit enregistré, il est nécessaire de s'assurer encore mieux de la titularité de l'actif, avec un examen approfondi des contrats de cession, des preuves de création, ça c'est très important, des dates de création, des accords de confidentialité, etc., pour s'assurer que effectivement l'actif appartient à la société pour laquelle on fait la valorisation. Et un souci de validité, parce que contrairement au droit enregistré qui bénéficie d'une certaine façon et d'une présomption plus ou moins forte de validité, pour le droit non enregistré, cette présomption n'existe pas, et donc la protection est appréciée au cas par cas, et donc ça demande à l'expert d'évaluer les contrats, les accords de confidentialité s'il s'agit d'un secret des affaires, et aussi la prise en compte d'un risque plus élevé et qui se reflètera dans un taux d'actualisation plus élevé, dans une période d'actualisation plus courte ou dans une probabilité associée au flux de revenus futurs attribuables à l'actif plus faible. Et je crois que ouais, je vais vous partager une réflexion qui n'est pas de moi, mais qui est d'Olivier Adordan qu'on avait reçu sur un précédent webinaire. De ce que je comprends, Tommaso, c'est que c'est compliqué d'individualiser un secret d'affaires, droit d'auteur et de lui mettre une valeur parce qu'il intervient lui-même dans la valeur d'autres actifs la plupart du temps. En fait, en matière de due diligence, souvent, les investisseurs, enfin les avocats d'investisseurs, ils vont se concentrer, de ma compréhension, sur les droits enregistrés, donc le portefeuille de marque, de brevets, de dessins et modèles, et pas du tout sur les droits non enregistrés. Et les droits enregistrés, quelque part, c'est un petit peu le passé, parce que c'est les inventions et les innovations et les créations publiques qui ont été publiées du coup dans des registres, mais ça représente pas l'avenir et l'intensité créative d'entreprise. Alors évidemment, on peut avoir un certain nombre d'indices en regardant les contrats, en regardant la taille de l'équipe d'innovation, mais fondamentalement, quand on fait une due diligence, on se base uniquement sur le passé. Et nous, tu sais qu'on fait la promotion d'une protection des droits IP non enregistrés au fil de l'eau, parce qu'on pense que ça permet d'avoir une meilleure idée de l'énergie créative, parce que quelque part, les droits non enregistrés, ce sont des droits enregistrés en gestation. Tu peux avoir un secret d'affaires qui se transforme en enlevé et inversement. Et donc, est-ce que tu penses que montrer qu'il y a une forte intensité créative, ça peut influer sur la valorisation de l'entreprise? Comme tu le disais au début, c'est une preuve de l'intensité créative de l'entreprise, et donc ça peut montrer, ça peut donner une idée du futur de la société, de comment la société va évoluer dans le futur, d'une part. Et d'autre part, ce que tu disais aussi, c'est très intéressant, que ces droits non enregistrés peuvent, d'une part, accoucher, entre guillemets, des droits enregistrés plus tard, mais aussi renforcer, s'adosser à des droits enregistrés pour en renforcer la valeur. Et on pense souvent au secret des affaires qui marche avec le brevet, et c'est une bonne combinaison pour valoriser une invention. Donc, l'expert valorisera l'invention avec le secret et le brevet. Donc, ces droits non enregistrés, effectivement, peuvent dire beaucoup sur le futur de la société et peuvent aussi contribuer à la valeur d'autres actifs. Donc, oui, effectivement, oui. Donc, je vois qu'on n'a pas beaucoup de temps. On va présenter une valorisation de logiciel en essayant d'appliquer la méthode que je viens d'illustrer, donc le procédé de valorisation. Donc, quand on est face à un logiciel, comme je l'ai dit, on commence avec l'analyse juridique. On a principalement deux méthodes de protection: le secret des affaires, donc le secret sur le code source qui
représente la valeur du logiciel, du produit logiciel, et le droit d'auteur, qui est ce droit exclusif qui permet de monétiser le logiciel en le donnant via la concession de licence. On passe puis à l'analyse marketing et de marché. Et le point clé, quand on fait une analyse de marché sur un logiciel, c'est de déterminer la durée de vie du logiciel. Donc, on analyse le marché et on essaie de prévoir quel sera l'essor du marché dans quelques années. Et ce qui est un peu paradoxal, c'est qu'à une protection très, très longue, qui est celle concédée par le droit d'auteur, correspond souvent en matière de logiciel une durée de vie assez courte, parce qu'on sait souvent qu'un logiciel peut devenir obsolète en très peu d'années. Donc, à une période de protection de plus de 70 ans, on utilise une période d'actualisation beaucoup plus courte, comme pour le nom de domaine Trouver mon cadeau, de 5 à 15 ans ou 20 ans maximum, si c'est un logiciel vraiment très, très, très répandu. Troisième étape, on détermine le rôle dans le processus de création de valeur. Et là, c'est important de distinguer pour les logiciels à usage interne et les logiciels concédés en licence. Parce qu'évidemment, la contribution à la création de valeur n'est pas la même. Les logiciels à usage interne créent de la valeur via les économies qu'ils permettent de faire réaliser à l'entreprise. Tandis que le logiciel concédé en licence crée de la valeur directement par les revenus qu'il apporte à l'entreprise. Sur la base de ces considérations, on passe à l'analyse quantitative où il y a principalement deux familles de méthodes qui sont utilisées. Les méthodes des coûts et les méthodes des flux de revenus. Là, parmi les méthodes des coûts, il y en a une qui a été développée expressément pour le logiciel et qui peut trouver très bien son application lorsque le logiciel ne participe pas directement au processus de création de valeur, comme par exemple le logiciel à usage interne. Ça s'appelle COCOMO, c'est-à-dire Constructive Cost Model, et c'est un modèle mathématique qui permet de déterminer l'effort requis pour développer un logiciel sur la base de certains paramètres et donc de déterminer son coût. Donc concrètement, qu'est-ce qu'on fait? On estime la taille du logiciel en nombre de lignes utiles, c'est-à-dire les lignes qui contiennent effectivement des instructions. Puis, on détermine le modèle de développement, comment ce logiciel a été développé. Est-ce que ça a été développé par une startup avec un projet de petite taille, des personnes qui n'avaient pas d'expérience, etc. Ou est-ce que c'était un mode de développement très structuré qui faisait partie d'un grand projet avec de grands groupes de travail qui travaillaient en parallèle sur différentes phases. Sur la base du mode de développement, on applique des facteurs correctifs. Et finalement, avec ce modèle mathématique, on calcule l'effort de développement du logiciel en mois personnes, c'est-à-dire combien de mois une personne toute seule devrait travailler pour développer ce logiciel. Une fois qu'on a ça, on estime le coût mensuel d'un développeur et on multiplie simplement le nombre de mois que ce développeur tout seul imaginaire devrait travailler par son coût mensuel. On obtient un chiffre et ce chiffre, on le corrige avec des paramètres qualitatifs qu'on a indiqués au début. Donc, est-ce que le logiciel est bien protégé? Est-ce que la technologie utilisée est une bonne technologie? Est-ce que le marché est en développement, ou en maturité, ou en déclin, etc. Et tout simplement, on enlève ou on augmente avec des pourcentages cette valeur pour obtenir une valeur qui soit le plus fiable possible. Deuxième famille de méthodes, c'est la méthode des flux de revenus, c'est-à-dire on calcule, et c'est utilisé pour les logiciels qui sont concédés en licence, et donc on calcule les licences tout simplement que le logiciel est capable d'apporter à l'entreprise. On soustrait les coûts associés au logiciel, on obtient donc une espèce de EBITDA net et on l'actualise sur une période d'actualisation qu'on a dit être pour les logiciels entre 5 et 15 ans en fonction du marché et de l'état et où se situe ce logiciel. Voilà, on arrive à la toute dernière slide, c'est-à-dire le savoir-faire. En réalité, le savoir-faire, comme on le sait, n'est pas un droit de propriété intellectuelle à proprement parler, car il est protégé par le Code du commerce, et surtout n'est pas un droit exclusif, parce que on ne peut pas empêcher des concurrents qui auraient développé de manière autonome
enfin, je sais pas, ce savoir-faire, d'adopter la même solution s'ils y parviennent. Donc, la valeur du secret des affaires est particulièrement exposée et beaucoup moins sûre en termes de protection par rapport aux autres droits exclusifs. Et sa protection repose exclusivement sur la non-divulgation et la non-possession par les tiers. Donc, l'analyse qualitative pour un savoir-faire est très importante. Et c'est notre rôle d'avocat de bien protéger le secret des affaires, mais également d'évaluer si la protection est suffisante. Quand on fait l'analyse juridique, donc, il est très important d'identifier les informations protégées et de déterminer si elles sont bien protégées. Pourquoi c'est important d'identifier les informations protégées? Non seulement pour l'analyse juridique, mais également pour analyser le rôle du secret dans le processus de création de valeur. Et on sait que c'est très difficile pour le savoir-faire parce qu'il se mêle un peu à tout dans l'entreprise. Il se mêle au brevet, il se mêle à la marque, c'est des formules parfois. Et donc, le fait d'identifier ces informations, le fait de les avoir inscrites quelque part et le fait de les avoir protégées nous permet de séparer le rôle du secret des affaires dans la création de valeur. Évidemment, il faut faire très attention quand on valorise un savoir-faire à éviter les duplications de valeur dont je parlais tout à l'heure. On arrive à l'analyse quantitative pour le savoir-faire. Là aussi, la méthode des coûts peut être intéressante. Pourquoi? Parce que ces coûts, ces investissements en recherche et développement, ces investissements en protection du secret, représentent une barrière à l'entrée qui segmente le marché et éloigne les concurrents. Donc, la valeur économique d'un savoir-faire peut être calculée comme la somme des investissements nécessaires à la constitution du savoir-faire, mais aussi à sa sauvegarde. Et ces coûts, ces coûts, c'est probablement les coûts de reproduction qu'une entreprise concurrente devrait soutenir pour développer le même savoir-faire. Pourquoi la méthode des coûts est particulièrement adaptée au savoir-faire? Parce que aussi, les méthodes basées sur les royalties et donc les flux de revenus sont difficiles à appliquer. Évidemment, à cause de la pénurie d'informations, parce que les licences de savoir-faire, normalement, si c'est un secret, sont rarement publiques. Et donc, c'est rare et difficile de trouver des taux de royalties des comparables et pouvoir les appliquer. Sauf si le savoir-faire de l'entreprise est effectivement donné, concédé en licence, et à ce moment-là, on a un taux de royalties, on peut l'actualiser et on peut arriver à un chiffre, même en utilisant la méthode des flux de revenus. Voilà, désolé si j'étais un peu long, on termine vraiment à 11 heures. Je sais que ça a été un peu peut-être technique, mais je reste à disposition justement si vous avez des questions. Merci beaucoup, Tommaso. On va prendre les questions dans le chat. Donc, vous pouvez nous écrire directement vos questions. C'est en bas à droite le chat et on y répondra. Moi, j'en ai une première, Tommaso. Je sais qu'on peut pas donner des chiffres comme ça au pif et que tu es quelqu'un de très rigoureux, mais pour bien illustrer, par exemple, l'idée de trouver son cadeau et la valorisation avec la méthode du cash flow dégressif. En fait, si on considère, par exemple, qu'ils font 200 000 euros par an et que l'IP est à 50% pour quelque chose, ça veut dire qu'en fait, la propriété intellectuelle ramène 100 000 euros par an. La deuxième année, c'est un peu moins pour prendre en compte le risque, 90. Et puis la troisième année, 80. Et on va pas plus loin parce qu'on a dit que c'est des actifs qui restent pas très longtemps dans le temps. Parce que du coup, on peut dire que ça vaut 270 000 euros, par exemple, tu vois. C'est comme ça. Alors, ça fonctionne. On fait une valorisation. Oui, c'est un peu comme ça que ça fonctionne. Si on veut faire un exemple de valorisation en temps réel, bon, on sait toutes les difficultés que la marque a. Donc, en tant qu'expert, je valoriserai peut-être à la fois la marque et le nom de domaine ensemble, ou sinon seulement le nom de domaine, parce que le nom de domaine et le site internet représentent probablement 80% enfin, c'est les seuls actifs et représentent 80% de la valeur. Et donc, effectivement, on prendra une période d'actualisation courte, donc entre 3 et 5 ans, avec un taux d'intérêt qui ne sera seulement
seulement le taux de risque du secteur, mais ça sera avec un premium de risque assez élevé. Donc, en ce moment-là, avec les taux qu'on a, ça pourrait être 15-20% de taux d'actualisation. Donc, c'est un taux très très élevé qui ramène la valeur, qui contient la valeur aussi. Et effectivement, on pourrait dire, il faudrait voir aussi les dépenses que cette entreprise a, et pour le nom de domaine, pour le site internet, pour la marque, en termes aussi de publicité. On va les soustraire aux chiffres que tu as dit. Et effectivement, un business comme ça qui est fondé seulement sur un nom de domaine, un site internet, l'API peut représenter effectivement 80-90% de la valeur. Donc, de dire que effectivement 180 000 euros ou 150 000 euros c'est généré par l'API, de dire que de cela 80 000 euros c'est généré par le nom de domaine et de les actualiser sur 3 à 5 ans, de dire que l'API a une valeur, enfin le nom de domaine a une valeur de 200 000 euros, je pense que c'est raisonnable. Après, bon, c'est marrant de faire comme ça, mais ouais, pourquoi pas. Ok. Et alors, c'est marrant, en fait, du coup, tu fais effectivement des packages quand c'est pertinent. Tu peux regrouper différents assets quand ils sont difficilement séparables. Il y a une question que je me suis posée sur la méthode également des coûts pour reproduire, tu disais, un logiciel interne. Ben, il y a Mathieu Leroux, peut-être qu'il y a une question. Moi, je te poserai mes questions en off plus tard, mais vous ne retenez qu'une méthode à chaque valorisation. Oui, c'est ça. Est-ce que tu appliques différentes méthodes et à la fin, tu fais une moyenne pour avoir une méthode pondérée finale? Excellente question. Effectivement, j'ai oublié de le dire et je le dis maintenant. C'est toujours très important d'avoir une méthode de contrôle, parce que ça rend la valorisation plus fiable et même l'expert peut se rendre compte si la valorisation qu'il a fait est cohérente. Donc, effectivement, très important d'avoir une méthode de contrôle. Donc, d'avoir 2 méthodes au moins. Là, je suis en train de faire une valorisation de marque. J'utilise 3 méthodes. Et c'est marrant, elles arrivent toutes à peu près à la même valeur, donc c'est cool quand ça se passe comme ça, parce que quand on a une méthode qui arrive à une valeur qui est 3 fois l'autre, effectivement il faut soit ajuster ou réfléchir si on a fait des erreurs, soit effectivement faire une moyenne entre les deux et rester toujours prudent. La prudence est vraiment essentielle dans ce type de valorisation. Il faut jamais exagérer. Très bonne question. Oui, la question que j'allais te poser aussi, c'est est-ce que quand on regarde un petit peu les alternatives, tu disais par exemple la méthode des coûts pour développer un outil en interne. Je sais que pendant très longtemps, en fait, les startups, elles développaient leur propre application pour faire tout ce qui est management, tu vois, ajout d'un client, opération de management. Et maintenant, tu as énormément d'outils no-code qui ont émergé, des trucs comme Retool, qui te permettent de créer 10 fois plus rapidement, tu vois, un espace admin pour gérer ton app, tu vois. Et donc, en fait, quelque part, est-ce que ça fait du sens, tu vois, de se dire combien ça a coûté, combien ça coûterait de faire la même chose, quand en fait, la solution, ce serait de faire quelque chose de différent qui est 10 fois moins cher, quoi. Comment on prend en compte ça, quoi, tu vois? Oui, effectivement. Je pense que cette question se réfère au fait que s'il y a des alternatives moins coûteuses qui arrivent à la même solution, est-ce que la valeur qu'on peut calculer avec le Constructive Cost Model est toujours une bonne valeur, une valeur actuelle? D'une part, je dirais que en tant qu'expert, on doit toujours réfléchir à ce qu'il y a sur le marché et il faut pas non plus que notre valeur soit exorbitante par rapport aux alternatives. Il faut toujours se regarder autour. Donc effectivement, quand on regarde un logiciel développé en interne, s'il y a des solutions qui coûtent qui ont un certain prix sur le marché, difficilement, sauf si notre logiciel en interne a des caractéristiques qui font en sorte qu'il peut participer et créer vraiment de la valeur pour l'entreprise. Je dirais qu'une valorisation qui va au-delà de ce qu'on peut trouver sur le marché au même prix ne serait pas une bonne valorisation. D'autre part, la méthode de Cococo est toujours
mise à jour. Donc, je l'utilise pas beaucoup et en plus c'est pas moi qui détermine enfin les données derrière, les statistiques derrière, mais je pense qu'elle est mise à jour. Donc, évidemment, le fait qu'un code de 1000 lignes aujourd'hui n'a pas le même coût d'un code de 1000 lignes il y a 20 ans. Voilà. Donc, je pense que la méthode devrait aussi faire ressortir ce genre de raisonnement. Mais c'est une très bonne question, effectivement. Il y a Fabrice qui se pose la question qu'on se pose tous, est-ce qu'ils arrivent de recourir à l'IA pour évaluer les actifs immatériels? J'imagine que ça peut accélérer à tout un tas de choses dans ton métier d'évaluateur. Alors oui, et d'ailleurs je viens d'écouter un podcast très intéressant sur la valorisation des brevets via l'intelligence artificielle. Je ne suis pas un expert en brevet, donc quand je fais des valorisations en brevet, je collabore toujours avec des confrères qui sont experts en brevet. D'ailleurs, s'il y en a aujourd'hui, au plaisir de collaborer sur ce type de valorisation. Ce que je voulais dire, c'est que lorsqu'on fait une valorisation de brevet, les aspects juridiques sont encore plus importants parce qu'un brevet, différemment d'une marque, peut avoir une valeur potentielle énorme, même s'il n'est pas utilisé. Si un brevet est bien rédigé, solide, fiable, etc., même s'il n'est pas exploité, on sait qu'il peut avoir une valeur très importante. Au contraire, une marque qui n'est pas exploitée, au bout de 5 ans, elle risque la déchéance. Et en plus, la valeur d'une marque est vraiment très, très liée à son exploitation. Donc, pour répondre à la question, l'intelligence artificielle commence à être exploitée dans le domaine des brevets pour juger de la qualité du brevet. Donc, bizarrement, l'intelligence artificielle nous simplifie la tâche de l'analyse qualitative qui pour les brevets est très importante parce qu'elle est capable d'aller chercher des brevets comparables, d'aller chercher l'art intérieur très rapidement et elle est capable, en regardant les revendications, de juger si ces revendications sont bien rédigées ou pas, et donc de donner un score, une note au brevet très précise et dont la valeur du brevet, même s'il n'est pas exploité, peut dépendre. Donc, j'ai entendu utiliser l'intelligence artificielle pour ça. Après, pour tout ce qui est raisonnement sur la création de valeur, le rôle de l'API, la cartographie des actifs, le choix de la méthode, etc., je pense qu'on n'y est pas encore. Mais sur le fait de donner une note au brevet, à l'actif de propriété intellectuelle, oui, pourquoi pas, oui. Passionnant. Il y a plein de trucs à faire et qui vont changer dans les années à venir. Est-ce que quelqu'un a une dernière question? Et puis on va vous laisser partir et clôturer le webinaire. Bon, et bien écoutez, s'il n'y a pas de dernière question, je vous remercie. Il y a Justine peut-être qui nous écrit, mais je vous remercie tous d'être venus et puis surtout Tommaso d'avoir accepté de nous parler de ces sujets complexes. J'avoue que j'y comprenais rien il y a 6 mois et je suis super content d'avoir une approche plus financière de la propriété intellectuelle. Je vais vous envoyer par email le LinkedIn de Tommaso, le lien du podcast qu'il a mentionné, ainsi que le replay. Et je vous souhaite une bonne journée. Merci William, merci à tous et très bonne journée.